Quand la Chine a lancé son étrange expérience dans le désert, peu de gens croyaient que cela pourrait fonctionner. La terre était aride, les vents impitoyables, le sol sans vie. Planter des arbres là-bas semblait une idée insensée. Des doutes pesaient sur la faisabilité et la viabilité d'un tel projet. Mais pendant que les sceptiques se moquaient, le pays continuait d'avancer. Les années ont passé et quelque chose d'incroyable a commencé à apparaître à l'horizon. Cette transformation allait réduire au silence tous les doutes. Vous comprendrez bientôt pourquoi ce projet a tout changé. Le sable qui menaçait toute une nation. Dans le nord de la Chine, il fut un temps où la terre elle-même semblait disparaître. Des villages entiers étaient engloutis par des vagues de poussière. Les rivières s'asséchaient peu à peu, et les champs qui produisaient autrefois du blé se transformaient en plaines stériles. Le monde observait la Chine affronter quelque chose de bien plus grand que la pollution ou la surpopulation. Elle se battait contre le désert, et rares étaient ceux qui croyaient qu'elle pouvait l'emporter. Pendant des années, les sables avançaient lentement mais sans jamais s'arrêter. Ce qui avait commencé comme de petites zones sèches dans des provinces éloignées était devenu une urgence nationale à la fin du XXe siècle. Des régions entières étaient dévorées par la désertification. C'était bien plus qu'un simple problème environnemental. C'était une menace pour la sécurité alimentaire, la santé et même la stabilité du pays. Les causes étaient vraiment profondes. Dans la course à la modernisation après 1949, la Chine avait poussé ses terres à l'extrême. Les forêts avaient été rasées pour répondre à la demande en bois. Par ailleurs, le surpâturage avait dénudé les prairies. Les agriculteurs travaillaient les mêmes sols jusqu'à les épuiser complètement. Chaque année qui passait, la terre s'affaiblissait davantage à mesure que le couvert végétal disparaissait. Les vents violents du nord commençaient alors à emporter la couche superficielle du sol. Vers l'an 2000, près d'un tiers du territoire chinois avait été perdu face à la désertification. Le désert de Gobi seul s'étendait de plus de 1000 miles carrés chaque année. Le désert du Taklamakan, souvent surnommé la mer de la mort, représentait la menace la plus redoutable de toutes. Ces immenses dunes mouvantes avaient déjà effacé d'anciennes routes commerciales plusieurs siècles auparavant, et voilà qu'ils rampaient de nouveau vers l'est. Des villes entières se trouvaient au bord de l'effacement total. Les dégâts ne se voyaient toujours pas seulement, ils se ressentaient profondément. Des tempêtes de sable traversaient des métropoles comme Pékin et Tianjin, obscurcissant le ciel en plein milieu de la journée. En 2006, la Chine avait recensé 17 grandes tempêtes de sable majeures. Les nuages de poussière étaient si immenses qu'ils atteignaient le Japon et jusqu'à la côte ouest des États-Unis. Le tribut payé par les populations humaines était considérable. Les récoltes dépérissaient et les sources d'eau s'asséchaient peu à peu. Des millions de personnes se voyaient contraintes d'abandonner leur foyer. Certains étaient désignés sous le nom de migrants écologiques. Il s'agissait de citoyens chassés non par la guerre ou la misère, mais par l'effondrement de leur propre environnement naturel. Pour un pays en pleine ascension sur la scène mondiale, les enjeux dépassaient largement la simple survie. L'image de progrès que projetait la Chine se trouvait ensevelie sous des couches de sable. Les dirigeants comprenaient que des solutions provisoires seraient vouées à l'échec. Ce qu'il fallait, c'était un plan aussi vaste et ambitieux que le désert lui-même. Ce plan allait être connu sous le nom de la Grande Muraille Verte. C'était un projet d'une telle ampleur que beaucoup accueillirent l'idée avec scepticisme. Pourtant, face au doute général, la Chine choisit de riposter, non pas par la force, mais par les racines et les feuilles. Ce qui suivit allait mettre à l'épreuve l'endurance humaine et transformer le cœur même du désert. Le mur vivant de la Chine. En 1978, un projet sans précédent fut mis en marche. On l'appelait le programme de forêts-abris des Trois Nord, plus communément connu aujourd'hui sous le nom de Grande Muraille Verte. Ce plan était tout simplement révolutionnaire, ériger une barrière vivante d'arbres s'étendant à travers le nord aride du pays, là où les déserts de Gobi et du Taklamakan avançaient comme des mers agitées et sans repos. Cette barrière devait mesurer 2800 km de long et 900 km de large. Elle couvrirait des régions du nord-est, du nord et du nord-ouest du territoire. L'objectif était de redonner vie à des terres réduites à la poussière. Mais ce qui rendait cet effort véritablement extraordinaire, ce n'était pas uniquement son envergure, c'était la manière dont il impliquait profondément l'ensemble de la nation tout entière. Tous les niveaux de l'administration étaient impliqués, des responsables locaux jusqu'aux planificateurs centraux de Pékin. La population entière du pays fut appelée à participer à cet effort. Les écoles, les usines et même les soldats se virent attribuer des missions de plantation d'arbres. Pour beaucoup, il ne s'agissait pas d'une simple corvée,
mais d'une mission commune de survie. Le plan était découpé en 8 phases, s'étendant sur 73 ans, de 1978 à 2050. À son terme, l'objectif était de réhabiliter plus de 35 millions d'hectares de terres dégradées. Pour y parvenir, la Chine lança en 1999 le programme des céréales contre de la verdure. Les agriculteurs qui acceptèrent d'abandonner leurs terres épuisées recevaient en compensation de la nourriture et de l'argent en échange de la transformation de leurs parcelles en prairies ou en forêts. C'était le pari le plus audacieux que la Chine ait jamais tenté, une lutte pour renverser le cours même de la nature. Mais cela fonctionnerait-il vraiment? Une barrière faite d'arbres pourrait-elle réellement tenir face à la puissance du désert? Du sol aride aux plaines reverdies, quelque chose d'extraordinaire commençait à prendre forme dans le nord du pays. Même si peu de gens croyaient que cela durerait, ce qui avait débuté comme une résistance désespérée face à l'avancée des sables se transformait désormais en une véritable mission nationale. En 1981, le pays proclama le 12 mars comme journée nationale de la plantation d'arbres. Cette décision transforma un projet gouvernemental en un devoir patriotique. Des millions de personnes participèrent à la plantation de jeunes arbres à travers les plaines arides du Nord. Cette mobilisation massive puisait son inspiration dans la figure de Sun Yat-sen, qui avait défendu le reboisement à grande échelle avant sa disparition, survenue ce même jour en 1925. Sa vision continuait de vivre à travers ce mouvement, insufflant un sentiment de mission qui dépassait largement le simple acte de planter des arbres. Mais transformer des déserts en forêts n'était pas une tâche aisée. Face à cette réalité, le gouvernement se tourna vers la science. Des chercheurs entreprirent de vastes études, utilisant la surveillance par satellite pour suivre la croissance des forêts et évaluer le taux de survie des arbres. Les données ainsi recueillies permirent d'élaborer de nouvelles méthodes de restauration des terres. Chaque région faisait face à ses propres difficultés, surtout dans les zones nord arides et impitoyables où bon nombre de végétaux refusaient de s'enraciner. Pourtant, les échecs ne freinaient jamais la détermination. Les agriculteurs testaient des systèmes d'irrigation, des quadrillages de paille et des amendements de sol pour retenir l'humidité. Peu à peu, le projet s'était élargi bien au-delà de la simple plantation d'arbres. Des prairies furent restaurées, des arbustes mis en terre et des cultures adaptées aux conditions désertiques commencèrent à prospérer. Cette diversité végétale rendait l'écosystème plus résilient, protégeant le territoire d'un retour à la stérilité. Au début des années 2000, des prises de vue aériennes révélaient des taches de verdure s'étendant là où seule la poussière régnait autrefois. La Mongolie intérieure et le Shaanxi amorcèrent leur renaissance. Des revers survinrent, bien entendu, certains arbres dépérirent, et des spécialistes doutaient de la pérennité de l'initiative. Néanmoins, malgré ces déconvenues, une fierté silencieuse se répandait à travers tout le pays. La Grande Muraille verte continuait de grandir, et son œuvre était loin d'être achevée, le désert qui refusait de céder. Au départ, le monde peinait à prendre au sérieux le plan de la Chine contre la désertification. L'idée de planter des forêts dans l'un des paysages les plus hostiles de la planète paraissait presque irréaliste. Des arbres pouvaient-ils vraiment survivre là où la pluie touchait à peine le sol et où les vents estivaux soufflaient sans relâche? Beaucoup d'experts répondaient par la négative. Durant les premières années, ce doute semblait pleinement justifié. À la fin des années 80, des images satellites montraient de vastes étendues de terrains stériles, là où des rangées de jeunes arbres s'étaient jadis dressées. Des plantations entières disparaissaient sous des dunes mouvantes, ne laissant derrière elles que ce que beaucoup nommaient des forêts fantômes. Dans certaines régions, plus de la moitié des arbres avaient disparu. D'autres rapports indiquaient que 8 plants sur 10 n'avaient pas survécu à une seule saison. Pour un projet d'une telle envergure, ces chiffres étaient accablants. Les scientifiques spécialisés en environnement élevaient de plus en plus la voix pour formuler leurs critiques. Ils avertissaient que la Chine plantait des espèces inadaptées, incapables de tolérer un sol sec et salin. Les peupliers et les pins, qui étaient des choix très répandus au départ, ne pouvaient pas survivre sans un apport constant d'eau et de nutriments. En l'absence de biodiversité, ces monocultures devenaient des foyers propices aux maladies et aux parasites. Plutôt que de régénérer les terres, les spécialistes craignaient que la campagne ne finisse par aggraver la situation. Des inquiétudes liées à l'eau se faisaient également sentir. Certains chercheurs signalaient que les plantations à grande échelle absorbaient une précieuse humidité au détriment des terres agricoles et des cours d'eau environnants. Les arbres censés freiner la désertification pourraient-ils, paradoxalement, assécher lentement les territoires alentours?
Cette interrogation alimentait de nouvelles tensions, aussi bien à l'intérieur de la Chine qu'à l'étranger. Hors des frontières, le projet faisait l'objet de vives critiques. Des journalistes étrangers le qualifiaient de grande illusion, une initiative davantage motivée par l'image que par les résultats concrets. Les titres de presse parlèrent de théâtre verdoyant, affirmant que la Chine mettait en scène un spectacle environnemental impressionnant en apparence, mais peu efficace dans les faits. Des cercles de réflexion occidentaux remettaient en cause les dépenses engagées, les jugeant inutilement coûteuses. D'autres raillaient l'opération en la décrivant comme de l'argent enfoui dans le sable, une formule qui se répandit rapidement. Sur le territoire national lui-même, les avis étaient loin d'être unanimes quant à la direction prise par la campagne. Des scientifiques locaux exprimaient leur frustration face à la manière dont les progrès étaient évalués. La réussite se mesurait souvent au nombre d'arbres plantés, et non au nombre de ceux qui avaient survécu. Dans certaines provinces, des agriculteurs se plaignaient que les plantations imposées détournaient la main-d'œuvre des activités agricoles. Pourtant, malgré ces contestations, le gouvernement refusait d'abandonner le projet. Plutôt que de reculer, la Chine choisit de faire évoluer son approche. De nouvelles équipes d'écologues et d'ingénieurs furent déployées pour surveiller les terres de plus près. Ils étudiaient lesquelles régions nécessitèrent de l'herbe plutôt que des arbres, et là où des arbustes pouvaient le mieux prospérer que des forêts entières. La stratégie se transformait, tout comme l'état d'esprit qui la portait. Il ne s'agissait plus seulement de planter, il s'agissait désormais de comprendre. Avec le temps, ce changement de mentalité, musique allait transformer la grande muraille verte d'un projet vacillant en un système capable de s'adapter, d'apprendre, musique et de se renforcer d'année en année. Le monde s'était jadis moqué de cet effort. Ces mêmes voix critiques allaient bientôt devoir regarder à nouveau et se demander comment quelque chose autrefois jugé impossible commençait à prendre racine. Des grilles d'espoir, pendant que le monde raillait l'idée de planter des forêts dans le sable, des milliers d'ouvriers, d'ingénieurs et de volontaires avançaient discrètement. Pas de machines sophistiquées, pas de programme à plusieurs milliards, seulement de la sueur, de la ténacité et une détermination qui refusait de s'éteindre. Ils n'affrontaient ni ennemis, ni armées. Ils affrontaient le vent. L'une de leurs idées les plus ingénieuses est venue de quelques chercheurs du désert dans les années 1970. Ils ont mis au point ce qu'on a appelé la méthode du damier de paille. C'était une invention simple mais redoutablement efficace. Les ouvriers disposaient des fagots de paille sur les dunes en formant de petits carrés réguliers. La paille ralentissait le vent et empêchait le sable de se déplacer. Elle retenait également un peu d'humidité suffisamment longtemps pour permettre à de nouvelles plantes de pousser. Au premier regard, cela ne payait pas de mine, juste un patchwork de paille sèche sur des dunes à perte de vue. Pourtant, c'est ce qui fit toute la différence entre la survie et l'échec. La paille provenait de rizières dispersées à travers le pays. La Chine produisait chaque année des centaines de millions de tonnes de résidus de paille de riz, dont la majeure partie était brûlée ou abandonnée. Désormais, elle avait une nouvelle utilité. Des camions entiers en acheminaient vers le désert. Hommes et femmes les étendaient à la main sous le soleil, le visage protégé par un tissu pour se prémunir du sable. Ils travaillaient aux abords du désert du Taklamakan, un endroit si aride que le sable pouvait ensevelir des routes en une nuit et engloutir des villages entiers sans prévenir. Chaque mètre carré demandait un effort considérable. Chaque carré devait être ancré dans le sol et arrosé pour ne pas être emporté. L'objectif n'était pas de maîtriser le désert en un seul jour, mais de le ralentir juste assez pour que la vie puisse s'y accrocher. À la même époque, le mouvement de la Journée nationale de plantation d'arbres se répandait à travers tout le pays. Entre 1982 et 2021, plus de 78 milliards d'arbres ont été plantés par des bénévoles, rien que par eux. Mais le chemin n'était pas simple. La terre était dure et sèche, parfois trop salée pour permettre aux plantes de s'y accrocher. Les travailleurs la creusaient avec des outils rudimentaires. L'eau devait être acheminée par des camions-citernes. Certains construisaient à la main de petits canaux d'irrigation, dirigeant le peu d'eau disponible vers les jeunes plants fraîchement mis en terre. Pour enrichir le sol, ils y incorporaient du compost et de l'argile afin qu'ils retiennent l'humidité plus longtemps. C'était un labeur épuisant. Certaines journées se terminaient sans qu'on puisse observer le moindre progrès. La chaleur pouvait être accablante, et le sable ne cessait jamais de bouger. Malgré tout, les grilles de paille commençaient à porter leurs fruits. Des images satellites ont ensuite révélé que le déplacement du sable dans certaines zones avait diminué de près de 100%. La végétation commençait à s'ancrer.
Des taches vertes apparaissaient là où il n'y avait eu autrefois que poussière. Pourtant, alors que les dunes se calmaient et que de nouvelles pousses émergeaient, un autre problème se profilait déjà à l'horizon. Le désert n'avait pas été vaincu, seulement ralenti. Bon nombre des arbres plantés peinaient encore à survivre. Les vents violents revinrent, et les sceptiques qui s'étaient moqués autrefois commençaient à se demander si tous ces efforts pourraient vraiment tenir dans la durée. La prochaine phase du projet allait mettre la patience de la Chine à l'épreuve comme jamais auparavant. Le rêve vert mis à rude épreuve. Ce qui avait débuté comme la grande mission environnementale de la Chine s'est rapidement transformé en une lutte acharnée contre la nature elle-même. Chaque tentative de planter et de faire pousser se heurtait à un adversaire qui régnait sur ces terres depuis des siècles. Les déserts que la Chine cherchait à soumettre n'étaient pas de simples étendues de sable inanimées. C'étaient des paysages en perpétuel mouvement, façonnés par des vents implacables, la sécheresse et le temps. Le Taklamakan, le Gobi et les autres vastes déserts étaient parmi les endroits les plus hostiles de toute la planète. Les pluies y tombaient à peine, souvent moins de 10 millimètres sur une année entière. Dans certains endroits, des mois s'écoulaient sans qu'une seule goutte ne vienne toucher le sol. Les étés pouvaient atteindre 45 degrés et les hivers descendre à 20 degrés en dessous de zéro. Comment de jeunes arbres auraient-ils pu résister à de telles conditions? Comme évoqué précédemment, beaucoup n'y survivaient tout simplement pas. Le sol lui-même aggravait la situation. Il était meuble et aride, chargé de sable qui filait entre les doigts comme de la poussière. Il ne retenait ni l'eau ni les nutriments. Même lorsque les travailleurs parvenaient à mettre en place l'irrigation, la majeure partie de l'eau disparaissait presque aussitôt, absorbée trop profondément dans la terre ou évaporée sous l'effet du soleil. Dans les zones les plus difficiles du désert, plus de 80% des arbres plantés ne tenaient pas assez longtemps pour que leurs racines s'établissent. Puis vinrent les difficultés d'une autre nature, celles causées par les hommes eux-mêmes. L'opération exigeait des efforts considérables et la logistique était particulièrement éprouvante. L'eau, les jeunes plants et la paille de riz devaient être acheminés sur de longues distances, vers des zones éloignées de toute ville. Le transport de ces matériaux mobilisait des sommes colossales et une main-d'œuvre importante, et lorsque les tempêtes de sable se levaient, elles effaçaient des mois de labeur en quelques heures à peine. Les arbres fraîchement plantés se retrouvaient ensevelis, les tranchées disparaissaient, et des rangées entières de paille étaient emportées par le vent. Des exploitations forestières qui semblaient prometteuses commençaient à fermer. Les gouvernements locaux, soumis à la pression d'atteindre des objectifs de plantation, privilégiaient les chiffres plutôt que les résultats concrets. Il était plus simple de comptabiliser des plants que de veiller à leur survie. Certaines régions plantaient de longues rangées d'une seule et même espèce d'arbres, uniquement pour remplir leurs quotas. Les terres se retrouvaient ainsi couvertes de forêts uniformes, sans aucune diversité. Les critiques commencèrent bientôt à se multiplier. Des médias chinois remettaient en question l'efficacité réelle du programme. Des journalistes étrangers exprimèrent leurs doutes, qualifiant le projet d'expérience ambitieuse mais mal orientée. Des défenseurs de l'environnement alertaient sur les risques liés à la plantation continue d'une seule espèce, soulignant que cela pourrait causer davantage de tort que de bien. Ils faisaient valoir que consommer autant d'eau pour maintenir ces forêts en vie risquait d'assécher puits et rivières, mettant en péril les exploitations agricoles et les villages environnants. Même des scientifiques au sein de la Chine commençaient à élever la voix. Des chercheurs et des responsables politiques commençaient à se demander s'il était vraiment raisonnable de continuer à imposer des arbres dans des territoires qui ne leur étaient pas destinés. Certains affirmaient que l'objectif ne devrait pas être de recouvrir les déserts de forêt, mais plutôt de trouver un équilibre. Pour y parvenir, disaient-ils, il fallait travailler avec la terre plutôt que contre elle. Ces critiques faisaient mal, mais elles forçaient également à évoluer. Ceux qui dirigeaient le projet commençaient à comprendre que remporter cette bataille contre le désert nécessiterait bien plus que des arbres. Il faudrait de la compréhension, de l'adaptation et beaucoup de temps. Une nouvelle étape s'ouvrait dans ce combat acharné. Après des années d'épreuves et de remises en question publiques, la Grande Muraille verte de Chine entrait dans une phase inédite. Les jeunes pousses perdues, les exploitations agricoles en échec et les efforts gaspillés avaient tous révélé une vérité fondamentale. Le désert ne pouvait pas être vaincu par la plantation seule. Les décideurs et les scientifiques se mirent à repenser entièrement leurs approches. En 2011, un rapport majeur de l'Académie des sciences de Chine invita le pays à changer de cap. Il préconisait de passer d'une plantation d'arbres sans fin à une restauration des écosystèmes naturels. L'idée n'était plus de combattre le désert, mais de rétablir un équilibre durable.
Ce rapport devint un véritable tournant, et les programmes de lutte contre la désertification commencèrent bientôt à se transformer. Plutôt que de reculer, le gouvernement répondit par une nouvelle vague de recherche et d'expérimentation. On étudia la terre, les sols et les plantes capables de survivre dans ces conditions extrêmes. Les savoirs écologiques traditionnels furent associés aux techniques modernes d'ingénierie pour trouver de meilleures solutions. C'est ainsi que naquit une phase plus intelligente et plus adaptable pour la Grande Muraille verte. Ce changement se manifestait concrètement sur le terrain. L'une des avancées les plus significatives fut la mécanisation de la pose des grilles de paille. Dans les premières années, ces grilles étaient installées entièrement à la main. Les ouvriers travaillaient sous un soleil accablant pour construire ces carrés destinés à retenir le sable et à préserver l'humidité du sol. La méthode fonctionnait, mais le processus était terriblement lent et exigeait une main-d'œuvre considérable. Des ingénieurs chinois se mirent alors à concevoir des machines capables d'accomplir ce travail bien plus rapidement. Des équipements automatisés pour creuser des tranchées et poser la paille firent bientôt leur apparition, capables de couvrir des terrains jusqu'à 6 fois plus vite qu'à la main. Cette avancée permit de stabiliser les dunes à une échelle bien plus grande, transformant des zones autrefois inaccessibles en espaces maîtrisés où la végétation pouvait s'installer. Les échecs du passé s'étaient mués en précieuses leçons. Plutôt que d'imposer la croissance des arbres là où elle était impossible, la Chine commença à combiner ingénierie, science et nature. La manière dont la science a reconstruit le désert. Cette transformation allait bien au-delà des machines et de la main-d'œuvre. Une vague de perfectionnement écologique remodela entièrement la façon dont la Chine envisageait la lutte contre le désert. Après des années à planter des arbres incapables de survivre, les scientifiques comprirent que le problème ne résidait pas seulement dans la méthode. C'était aussi le type d'arbres utilisés qui posait problème. Le recours traditionnel aux espèces à croissance rapide avait montré ses limites. Trop fragiles, trop gourmandes en eau, elles n'appartenaient pas vraiment au désert. La Chine changea donc de cap. Plutôt que d'imposer des arbres inadaptés dans le sable, l'attention se porta vers des espèces indigènes et adaptées au désert. Des plantes comme le saxaoul, le goji et de robustes graminées désertiques commencèrent à apparaître sur les dunes. Ces espèces pouvaient traverser de longues saisons sèches, ancrant le sol et rétablissant un équilibre naturel. Elles ne résistaient pas seulement au vent. Elles contribuaient à façonner des écosystèmes entiers, capables de se maintenir d'eux-mêmes. Mais ce changement ne concernait pas uniquement les plantes. Les chercheurs chinois tournèrent leur attention vers ce qui se trouvait sous la surface. La plus grande faiblesse du désert était son sol. Ils entreprirent alors d'expérimenter des moyens de le renforcer. Ils testèrent des mélanges de biochar, de compost organique et d'inoculants microbiens, chacun conçu pour aider le sable à retenir l'humidité et les nutriments. Dans certaines régions, de petits systèmes d'irrigation goutte à goutte furent mis en place, permettant d'acheminer l'eau précisément là où elle était nécessaire. Dans d'autres cas, les scientifiques ont introduit des champignons mycorhiziens dans les sols, renforçant ainsi les racines des plantes et augmentant considérablement leur taux de survie. En parallèle, l'ingénierie et l'écologie se sont associées de manière remarquable et inédite. Le chemin de fer de Bao Tulanzhou, traversant une partie du désert de Tangangzhei, est devenu une véritable référence en matière de conception respectueuse de l'environnement. Plutôt que de lutter frontalement contre le sable, les ingénieurs ont eu recours à des quadrillages de paille, des ceintures de gravier et des forêts brise-vent pour protéger la voie ferrée de l'ensablement. Cette même approche a ensuite été appliquée à une nouvelle autoroute à grande vitesse traversant le Taklamakan, l'un des déserts les plus inhospitaliers du monde, longtemps considéré comme infranchissable. Ces méthodes ne visaient pas à couvrir les terres d'arbres, mais à repenser le désert lui-même pour qu'il puisse accueillir la vie. Des couloirs stratégiques de végétation ont été aménagés entre les dunes afin de ralentir le vent, retenir les poussières et prévenir l'érosion. Des satellites et des drones surveillaient l'évolution et transmettèrent des données en temps réel, permettant aux équipes d'ajuster leur stratégie selon les conditions du moment. Grâce à la persévérance et à une succession d'essais et d'erreurs, une approche plus équilibrée a fini par émerger. Le désert, autrefois perçu comme sans vie, recommençait à respirer. En l'espace de 10 ans, la transformation est devenue visible depuis l'espace, et les nations qui doutèrent des efforts de la Chine ont commencé à y prêter attention. Le désert n'était plus le symbole d'un échec. Il devenait la preuve que la patience et la science pouvaient transformer même les paysages les plus hostiles en terre vivante, le désert en fleurs.
En l'an 2024, la Chine avait accompli quelque chose que peu de gens croyaient réalisable. Une ceinture verte d'environ 1800 km enveloppait désormais le désert du Taklamakan, transformant l'un des environnements les plus rudes de la planète en un bouclier vivant fait d'arbres, d'herbes et de terres fertiles. Là où le vent transportait autrefois du sable qui ensevelissait routes et villages, il portait maintenant le parfum des nouvelles pousses et de la terre humide. Ce changement ne s'était pas produit du jour au lendemain. Des années de planification et d'échecs avaient façonné ce qui se dressait là aujourd'hui. Entre 2016 et 2020, plus de 21 millions d'acres de désert stériles ont été transformés en zones verdoyantes. En 2024, la surface totale reboisée avait franchi les 30 millions d'hectares, faisant passer le couvert forestier du pays de 10% en 1949 à plus de 25%. Ces chiffres portaient bien plus que de la fierté. Ils témoignaient de survie, de persévérance et d'innovation à une échelle colossale. En Mongolie intérieure, au Ningxia et au Xinjiang, autrefois réputés pour leurs violentes tempêtes de poussière, les ciels étaient devenus bien plus cléments. Les villes qui disparaissaient jadis sous un voile jaune au printemps, voyant désormais des horizons dégagés. Pour la première fois depuis des décennies, les habitants pouvaient ouvrir leurs fenêtres sans sentir le sable sur leurs lèvres. La preuve de ce succès se lisait depuis les airs. Des images satellites révélaient d'épais rubans verts s'étirant à travers le désert, un motif si frappant que des chercheurs du monde entier ont commencé à l'étudier. Des zones autrefois sans vie apparaissaient maintenant animées de rangées de végétation, protégeant champs, routes et habitations. La transformation était si totale que la ligne ferroviaire de Baolan, jadis menacée d'ensablement, fonctionnait toujours pleinement. Ces rails étaient désormais protégés par des couches de grilles de paille, de gravier et de ceintures forestières. Même l'autoroute traversant le Taklamakan, longtemps jugée irréalisable, était devenue un axe opérationnel. Mais au-delà de la science et de l'ingénierie, le désert se muait en véritable opportunité. Des régions autrefois inhospitalières commençaient à attirer des visiteurs. Des écotouristes vinrent découvrir ce que beaucoup appelaient le miracle vert auquel les communautés locales s'étaient adaptées. Des agriculteurs cultivaient des baies de goji, des plantes du désert et des raisins là où le sable régnait autrefois en maître. Pour beaucoup, ce changement signifiait non seulement un air plus pur, mais aussi une chance d'accéder à la prospérité. Des emplois furent créés, la pauvreté commença à reculer et l'espoir revint dans des communautés longtemps oubliées. Le reste du monde commença à prêter attention. Des nations aux prises avec leurs propres terres arides envoyèrent des experts pour étudier le modèle chinois. Les organisations environnementales, qui doutaient autrefois du succès à long terme du projet, ont dû reconnaître ce qui avait été accompli. La Chine n'était plus l'élève, elle était devenue l'exemple. Ce qui avait commencé comme une tentative désespérée d'arrêter les sables s'était transformé en l'une des plus grandes reconquêtes environnementales de l'ère moderne. Un véritable miracle vert. Personne ne croyait qu'enfouir des plantes dans le désert changerait quoi que ce soit. Mais 2 décennies plus tard, ces mêmes déserts qui semblaient défier toute ambition humaine sont aujourd'hui recouverts de forêts s'étendant bien au-delà de l'horizon. Le combat de la Chine contre la désertification, jadis considéré comme une mission impossible, s'est mué en l'un des plus grands renversements environnementaux de l'histoire contemporaine. Ce qui avait débuté comme une expérience locale a désormais capté l'attention du monde entier. Entre l'an 2000 et 2017, les satellites de la NASA ont commencé à observer quelque chose d'étrange. Malgré une déforestation massive dans d'autres régions de la planète, le monde devenait plus vert. Une étude détaillée publiée en 2019 a révélé que la Chine, à elle seule, était responsable de près d'un quart de l'augmentation totale de la couverture verte mondiale. Ces résultats ont surpris les scientifiques. Une grande partie de cette progression ne provenait pas des forêts naturelles, mais de projets délibérés de reboisement et de restauration durable des terres menés par la Chine. La Grande Muraille verte, associée à d'autres grandes campagnes de plantation, est devenue l'épine dorsale de ce mouvement. Les sables qui parcouraient autrefois des centaines de kilomètres pour envahir les villes du Nord ont commencé à se stabiliser. L'érosion éolienne s'est affaiblie, l'air est devenu plus pur. L'agriculture a de nouveau prospéré dans des endroits abandonnés depuis des décennies. Ces victoires écologiques allaient bien au-delà des apparences. Au fur et à mesure que la végétation revenait, les terres ont commencé à capturer le dioxyde de carbone, permettant ainsi à la Chine de compenser une partie de ses émissions et d'améliorer sa position environnementale.
Les scientifiques ont également enregistré une diminution des tempêtes de poussière et des consultations hospitalières liées aux troubles respiratoires. De plus, on a aussi assisté au retour de petits oiseaux et de mammifères. Chaque nouvelle tache de verdure représentait un micro-habitat en train de se former, là où il n'y avait auparavant absolument rien. Mais la partie la plus inattendue de cette transformation est peut-être venue de l'extérieur de la Chine. Des pays confrontés à leur propre désert ont commencé à suivre la situation de très près. Du Sahel africain jusqu'à certaines régions du Moyen-Orient et d'Asie centrale, des dirigeants ont pris contact avec des experts chinois pour solliciter leur aide. Les techniques peu coûteuses employées en Chine, comme les griges de paille, les arbres résistants à la sécheresse et la participation des communautés locales, étaient désormais étudiées en vue d'être reproduites ailleurs. Des responsables de l'Union africaine ont même convié des spécialistes chinois à partager leur savoir-faire dans le cadre de l'initiative de la Grande Muraille verte. À l'intérieur du pays, ce projet est devenu une véritable source de fierté nationale. Les médias ont diffusé des images avant-après qui semblaient presque impossibles à croire. Des régions entières, jadis considérées comme définitivement perdues, étaient de nouveau vivantes, recouvertes de végétation, de faune et d'activités humaines. Des produits cultivés en milieu désertique, comme les baies de goji, les plantes médicinales et le raisin, sont devenus des exportations de grande valeur. Ce qui avait commencé comme une campagne pour stopper l'avancée du sable s'était transformé en une économie florissante, ancrée dans la durabilité. La véritable force à l'origine de ce changement réside dans la manière dont la Chine a su allier techniques ancestrales et sciences modernes. Des méthodes traditionnelles d'économie d'eau ont fusionné avec la surveillance par satellite et la plantation assistée par des machines. Des villageois ont travaillé côte à côte avec des ingénieurs, plantant des arbres capables de résister à la fois à la chaleur et à la sécheresse. Il ne s'agissait pas d'un miracle isolé, mais d'un effort constant mené par des millions de personnes sur plusieurs décennies. Au bout du compte, ce dont le monde s'était autrefois moqué est devenu une source d'inspiration mondiale. Le désert n'avait pas été vaincu, on lui avait appris à vivre de nouveau, et tandis que les nations continuent de faire face aux défis climatiques, l'expérience chinoise se présente comme une leçon vivante. Même les paysages les plus hostiles peuvent renaître grâce à la patience, à la science et à la volonté. Si la transformation des déserts chinois vous a fasciné autant que nous, ne partez pas encore. Appuyez sur j'aime et abonnez-vous pour ne jamais manquer ces récits qui changent notre regard sur le monde. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.